Je vais demander à tous ceux qui seraient encore sans siège éventuellement d'en trouver un. Il y en a plein devant. Et dire juste, donc Céline Acharian, je dirige la Fabrique de la Cité. Je suis très très heureuse de vous voir réunis aujourd'hui autour d'un des fils rouges de notre année 2023 qui a consisté à nous intéresser au cours d'eau comme un élément urbanistique de plein droit. Alors on l'a vu de plein de façons et c'était notre défrichage cette année Fabrique et on voit qu'on en a pour quelques années encore à nous poser cette question de la relation ville-port, port-ville et ville-cours d'eau, petit, moyen, grand. Et donc, je vais juste, sans plus tarder, vous donner un aperçu de la façon dont on s'est posé cette question à Lisbonne, où nous étions il y a un petit mois, en compagnie de certains d'entre vous d'ailleurs dans cette salle. À Lisbonne, on s'est posé la question de la croissance de cette capitale européenne, le long, par-delà, autour du Tage, qui est plus qu'un fleuve, qui est un estuaire et qui est une chose un peu compliquée et qui est en même temps tourné vers la mer. Alors, normalement, si tout marche bien... Ces attentes sont extrêmement multiples au regard de la diversité des territoires, suivant... on se situe soit en section amont d'un fleuve, en section médiane ou en embouchure. Ces attentes aussi changent en fonction des aires culturelles de chaque territoire et donc présenteront des divergences voilà, d'un territoire à l'autre. Quand on parle d'attente d'un point de vue de planification urbaine, par exemple, d'un point de vue d'un port, cela signifie essayer vraiment d'accompagner toutes les différentes fonctions du territoire, qu'ils soient industrielles, économiques, récréatives, paysagères. Quand on parle, en revanche, d'attente d'un point de vue de environnement, cela signifie essayer de mettre en place des stratégies de transition écologique pour les territoires qui touchent aussi à la protection de la biodiversité. Et écologique, et là on aura aussi une dimension même paysagère. Un citadin voilà, va trouver beaucoup d'intérêt autour d'un fleuve dans l'évasion, un sentiment d'évasion, un sentiment même de proximité à une nature. Les cours d'eau, les zones humides représentent de véritables îlots de fraîcheur. En été, sont convoités pour cela. On a des populations qui aiment se promener, se rafraîchir, même se baigner. Ce qui est très important, c'est que la question de l'espace soit très présente parce que, comme l'espace est très rare, une optimisation de l'espace disponible s'impose. Je trouve qu'aujourd'hui, le rôle du port est en train de changer. Un port n'est pas uniquement un centre de logistique. Le port devient aussi un hub énergétique, devient aussi une interface multimodale. Mais un port devient aussi un protagoniste quand on parle de nouvelles politiques du territoire. Les ports, avec la ville, avec les communautés locales, avec les pouvoirs publics, peut aussi jouer une contribution active pour l'amélioration du territoire. Il s'agit vraiment de concilier les différents usages et aussi les différentes attentes du territoire pour créer un écosystème qui arrive à mettre ensemble toutes les différentes exigences pour que tous les différents intérêts soient représentés d'une manière équilibrée. Lisbon right now is an interesting space to innovate in this port and maritime transportation space. First of all, obviously I need to talk about the project that I'm involved, Hub Azul Network. The largest hub of this network will be located in Lisbon, and there will be another one located also close to Lisbon in the Oeiras municipality. So this will be a very big hotspot in innovation in the blue economy space. And these hubs will be focused mainly on, so blue biotech will be a very big part of it, but also robotics, naval construction, digitalization will be a very big part of it.
So all of this has a very strong relationship with the shipping industry. So a lot of the innovations that are used on shipping industry need to understand this relationship between weather, climate, the sea, and use a lot of data. And that data will be treated in this hub. They will have a supercomputer. They will have radars in the middle of the Atlantic. So that is a very big infrastructure that will cater for innovations in this space. Also, there will be a part of this Hub Azul network, there will be Hub Azul School in collaboration with the technical school for the maritime activities in Portugal called Formar. They are collaborating, the two of them, in creating a new catalog of courses for the new skills and the new professions of blue economy, be it in robotics, being in the digital space, be it in aquaculture or offshore energy, for example. So we will need new skills for these activities, and this school will be a key point on that. So this is, I would say, the Hub Azul part of the answer. There is another part of the answer, which is the Port of Lisbon and the municipality of Lisbon. The port is starting a journey of bringing in outside stakeholders to have conversations around innovation in these spaces, mainly decarbonization and new energies and digitalization. Il y a plusieurs attentes qui sont présentes sur un territoire. Et donc, forcément, il y a différentes exigences, il y a différents intérêts qui sont parfois confligents. Et donc, c'est absolument essentiel de mettre en place des instances de concertation et des dialogues avec toutes les différentes parties présentes. Grâce à ces mécanismes de concertation, on peut vraiment entendre les différents besoins du territoire. Ces attentes qui appellent une diversité d'acteurs assez importante, ce sont des riverains, des usagers, des représentants d'usagers, des milieux associatifs, des acteurs publics extrêmement nombreux. Et donc tout cela met vraiment en relais des enjeux de gouvernance. L'élu, l'acteur public doit vraiment coordonner l'ensemble pour que chaque projet qui est développé au niveau d'un cours d'eau ou d'une zone humide ou d'un estuaire, voilà, puisse faire sens. Il s'agit vraiment de fédérer, il s'agit vraiment de coordonner l'ensemble. Je ne pense pas qu'il s'agit de hiérarchiser les enjeux, tant tous sont légitimes en fait, et pour finalement fédérer un plus grand nombre et satisfaire un plus grand nombre, il s'agit surtout d'adopter une démarche transversale. Une démarche transversale qui cherchera finalement à recouper, à trouver les interdépendances entre ces enjeux et les complémentarités. I would say Lisbon is and will be a very strong contender for bringing in innovations in this space. Voilà, alors sans transition, je vais assez vite passer la parole à Julien Mérignac. Vous avez vu à la fois des enjeux de coordination, différentes attentes autour du fleuve et aussi les paradoxes de Lisbonne. Et je pense que là-dessus, on aura sans doute à dialoguer. Et après Julien, c'est Alphonse Coulot qui est le porteur de ce projet, le maître d'œuvre de ce projet au sein de la Fabrique de la Cité, qui animera un dialogue avec Bruno Delsal de l'AIVP et Pauline Lavaux de la mairie de Paris autour de ces attentes diverses autour des fleuves dans les villes. Ben, Julien, the floor is yours. Bien, bonjour à toutes et tous. Je vais faire donc un compte-rendu, parce que c'est ce qu'on m'a demandé, un compte-rendu de ce voyage, alors qui va être peut-être un peu sévère, parce que c'est un compte-rendu personnel, et puis je pense que c'est ce qu'on attend d'un urbaniste et d'un journaliste français en plus, donc ce qui aggrave en général. L'objectif de la Learning Expedition, qui s'est déroulée donc du 15 au 17 novembre, avait pour objet deux problématiques principales. L'ouverture de la ville vers son fleuve et le développement de son activité portuaire dans un territoire contraint. Mais elle a, en fait, cette Learning Expedition, il me semble, ce que j'en ai retenu le plus, elle a surtout permis aux participants, il y en a quelques-uns aujourd'hui, de mieux appréhender le contexte et les réalités d'un grand petit pays,
tourmenté par l'histoire contemporaine, durement impacté par la crise de la dette, ce dont il n'a manifestement pas fini de payer les conséquences, et un pays dont les institutions et la population tentent encore aujourd'hui, avec beaucoup d'abnégation et de sacrifice, de redresser et de remettre sur le chemin de sa grandeur passée. Le rapport entre le passé et le futur, c'est assez... on a l'impression quand même, à plusieurs reprises, on a eu l'impression que l'importance du passé empêchait un petit peu le futur. On a démarré l'expédition, c'était très bien, par une visite de l'aéroport international de Lisbonne. Alors c'était très bien, pourtant on était là pour le port, mais pourquoi ? Parce que cet aéroport, il représente à la perfection l'illustration des politiques de libéralisation et de dérégulation dont fait l'objet le pays depuis la crise de la dette en 2010. Et sa mise sous tutelle de la Troïka. Alors la Troïka, moi j'étais ignorant en la matière, c'est la Commission européenne, la Banque centrale européenne, le Fonds monétaire international qui prennent le contrôle du pays, donc pendant 3 ans, en mobilisant 78 milliards d'euros quand même. Et puis au-delà des 3 ans, c'est-à-dire à partir de 2014, la Troïka procède à une évaluation annuelle du suivi des réformes et du sérieux budgétaire portugais. Cette crise et ses conséquences il en aura été question en fait durant tout le séjour. Parfaite illustration parce que c'est en 2013 que Vinci Aéroport, par l'acquisition de ANA Aeroportos de Portugal, est devenu concessionnaire de l'aéroport Humberto Delgado. Alors entre 2012 et 2022, le nombre de passagers est passé de 12 millions à 32 millions. 2022, l'année où il a été classé par la société allemande AirHelp, pire aéroport du monde. Ce qu'on ne peut pas vraiment contester, en tout cas pour ceux qui sont repartis de Lisbonne. On a appris aussi pendant le séjour que pour les zones non Schengen, de l'été dernier, il y a eu jusqu'à 6 heures d'attente pour pouvoir sortir de l'aéroport. 2 problématiques principales ont émergé de la conférence qui a eu lieu à l'aéroport et la visite de la plateforme. La première, c'est que le développement de l'accessibilité aérienne de Lisbonne, c'est que ça s'est résumé, enfin ça se traduit par beaucoup plus de vols et beaucoup de vols très bon marché. Ce qui a ouvert Lisbonne au tourisme de masse. Il y a 15 ans, Lisbonne n'était pas une destination de tourisme de masse. Et elle a placé la capitale sur la carte des nouvelles destinations résidentielles pour actifs qui sont aussi à la recherche d'un cadre de vie de qualité, ce qui ça est une réalité, mais aussi d'une aubaine fiscale. Puisque pour les retraités ou les actifs communautaires, c'est 0 impôt pendant un certain nombre d'années, et pour les extra-communautaires, c'est un Golden Visa qui leur permet ensuite de circuler dans l'espace européen. Ça veut dire on fait un déposit de 50 000 €, je crois, et ensuite on a un visa européen. Donc première problématique, on ouvre. On libéralise, on ouvre, et pour ouvrir, il faut accueillir beaucoup plus de monde. Et donc là, en l'occurrence, on multiplie par 3 en 10 ans la fréquentation de l'aéroport. La seconde, c'est la nécessité aiguë d'étendre la plateforme aéroportuaire, puisqu'on a multiplié le trafic par 3. Et là, il y a un projet, c'est un projet qui est à court depuis 50 ans, nous a-t-on dit, et l'année dernière, il était presque sur le point d'aboutir avec la mobilisation de l'aérodrome militaire de Montijo qui est en face de l'estuaire, connecté d'ailleurs à l'aéroport par le pont Vasco de Gama. Mais en juin 2022, le Premier ministre portugais a refuté cette hypothèse et remis en cause même l'extension de l'aéroport. Donc il y a 2 problématiques. Le développement par l'ouverture résidentielle pour capter des devises, et puis, du point de vue de ses conséquences, l'ouverture ou des nécessités, l'ouverture à la fréquentation par notamment le trafic aéroporté. La question qu'on peut se poser avant d'étendre l'aéroport, c'est faut-il vraiment plus de vols ? Parce que, en début de soirée, ensuite, on a eu un exposé de Nicolas Séjour, qui est chef du service économique de l'ambassade de France au Portugal, et il est revenu sur les conséquences de la libéralisation et la dérégulation mise en œuvre par la Troïka. Alors, pour le meilleur, et puis pour le presque pire. Pour le meilleur, on parle d'un miracle portugais, économiquement, en Europe.
pas forcément au Portugal, j'y reviendrai, mais le pays a atteint la stabilité budgétaire réclamée par Bruxelles, a remboursé sa dette par anticipation, tout en prenant des mesures sociales qui sont jugées courageuses, comme l'augmentation des retraites ou du salaire minimum. Alors pour le presque pire, parce qu'évidemment il y a eu des conséquences, l'augmentation du coût de la vie, très forte augmentation du coût de la vie, augmentation des prix de l'immobilier à l'acquisition, des loyers, saturation du trafic automobile, surfréquentation touristique. Certains lisboètes n'hésitent pas à parler de capitaclisme. Ces réflexions-là, de la première journée, étaient dans toutes les têtes. Le lendemain, quand nous sommes allés visiter le Parc des Nations, que certains d'entre vous doivent connaître, puisque c'était le site de l'exposition universelle de 1998. Alors quand on est arrivé, bien qu'il y ait un grand événement à ce moment-là, avec la tenue du Web Summit, ça sonnait un peu creux. Alors la faute sans doute à l'heure matinale du début de la visite, mais on avait l'impression d'un lieu un peu inhabité, un peu fantomatique. Et quand on arrive sur le site, on est accueilli par 2 immenses tours coiffées de drôles de bonnets phrygiens, manifestement complètement vides. Alors on a essayé de savoir ce qu'étaient ces bâtiments, et on nous a expliqué que c'est des fonds de pension chinois qui possèdent ces bâtiments quand ils sont venus en contrepartie, parce qu'ils sont venus au secours de la dette portugaise. Donc ici, la ville se connecte au Tage. Mais est-ce que c'est vraiment la ville, le site de l'exposition universelle? C'est pas sûr. En début d'après-midi, on a eu 2 exposés qui ont agrémenté un circuit en bateau qui a permis de découvrir donc les rives du Tage. Premier exposé, celui de Gonzalo Santo du pôle de compétitivité Forum Océano. Donc c'est une entité qui anime plusieurs clusters sur l'économie maritime, à travers un réseau d'infrastructures qui s'appelle Hub Azul. Et c'est une composante, ce Hub Azul, c'est-à-dire cet organisme qui est là pour redynamiser l'activité portuaire, c'est une composante du plan de relance et de résilience post-Covid, dont vous avez certainement aussi entendu parler, c'est-à-dire c'est des fonds européens qui sont destinés à différents pays pour activer une relance post-Covid. Donc là, on est clairement dans ce schéma-là, et l'objectif étant, comme l'a dit une des personnes interviewées, de transformer l'économie bleue en la rendant plus compétitive, plus cohésive, plus inclusive et plus durable. Donc vous aurez noté que durable est à la fin. C'est pas pour rien. C'est que d'une manière générale, on sent qu'il y a un vrai désir d'avancer, de relancer et de continuer à exister. Mais les problématiques écosystémiques et environnementales qui sont très très prégnantes chez nous, on les trouve un petit peu moins sur place. Pour cet interlocuteur donc, du Hub Azul, les sites et patrimoines maritimes et industriels du Portugal doivent être valorisés sous la forme des opportunités capacitaires et économiques offertes aux plus grands investisseurs internationaux désireux de prendre pied en Europe. C'est une politique d'attention à la demande pour lutter contre la concurrence inatteignable des grands ports européens. On ne cherche pas à se bagarrer avec Anvers ou avec Barcelone ou Gênes. On retrouve donc ici la même logique de libéralisation et dérégulation à l'œuvre depuis 2011. Second exposé, celui du maire de Montijo, donc la commune d'en face, celle où il y a l'aérodrome militaire qui pourrait accueillir une extension de l'aéroport. Alors, le maire de Montijo, il s'est confié sur les difficultés rencontrées par les collectivités locales pour définir ensemble, il faut entendre en dehors de la tutelle de l'État, des projets structurants autour du fleuve. Le fonctionnement administratif local tel qu'il l'a décrit semble globalement très complexe, pour ne pas dire sclérosé, et pourquoi ne pas le dire, un peu archaïque. Alors, il ressortissait de ces 2 interventions l'impression qu'au fond, la situation de Lisbonne est assez diamétralement opposée à celle des métropoles françaises. D'un côté, il y a une volonté de captation de la demande des investisseurs un peu hors sol, sans véritable offre territoriale en face, en raison d'une organisation et une politique administrative un peu chaotique et de lacunes en matière de planification territoriale et urbaine. Alors qu'en France, on a plutôt l'impression inverse, si je peux me permettre. On a l'impression que les territoires sont prêts, et bien prêts, parce que c'est la demande qui est peu pressante. Donc le développement portugais, il semble en réalité promis à la réelle économie, c'est-à-dire
venez, on trouvera toujours moyen de faire quelque chose ensemble. C'est une impression qui est confirmée par la découverte du paysage des rives du Tage, devant l'Alfama, un énorme bateau de croisière de 300 mètres de long, en escale, hors d'échelle, un peu obscène. Plus loin, des grands terre-pleins et d'entrepôts en déshérence. Plus loin encore, les musées de Belém. Donc une alternance, en fait, de grands investissements publics et de friches. Et un sentiment général, comme on dit dans le grand consulting, ça ne crante pas. En fin d'après-midi, on a eu une conférence sur un front d'eau, des attentes multiples, quels arbitrages, qui a permis à Gonçalo Faria, directeur du programme innovation du ministère de la Mer portugais, et à Tommaso Spanavello, que vous avez lu tout à l'heure, le responsable européen de Haropaport, d'exposer des approches comparées de l'estuaire du Tage et de la basse vallée de la Seine. Un point de vue d'expert qui est complété par l'exposé de Sylvain Dourmel, que vous avez vu également. Cette conférence, elle a globalement confirmé ce qu'on a pressenti, c'est-à-dire pour l'exposé local, ce qui est important, c'est la demande. C'est arriver à capter la demande mondiale, se signaler, être visible. Alors que du côté de Haropaport, et ça a été dit aussi très bien par Tommaso dans son exposé, c'est l'offre territoriale, c'est-à-dire comment le port intègre l'ensemble des espaces géographiques d'Interland, l'économie, le contexte urbain, la logistique, en bref, toutes les dimensions un peu écosystémiques d'un port qui sont globalement, on va dire, abordées assez synthétiquement du côté portugais. Différents participants ont interpellé les conférenciers, dont Juliette Duzinski de VNF, qui a indiqué que trop souvent les fleuves sont considérés comme des espaces, alors que ce sont aussi des infrastructures, et que là, en l'occurrence, on n'avait ni les espaces, ni même le fleuve appréhendé comme infrastructure. Or, pris sous cet angle, le Tage semble vraiment pouvoir être envisagé comme un support de solutions aux mobilités routières qui sont infernales à Lisbonne et un important vecteur de transition du territoire. C'est un point de vue qui était relayé par d'autres remarques qui s'étonnaient de voir qu'il y a si peu de connexions urbaines entre le Tage et la ville en dehors du Parc des Nations. Les rives du fleuve restent, en très grande partie, confisquées à la ville et aux usages. Un autre moment intéressant, je pense, c'est quand Ariela Asbunji a interpellé les conférenciers pour leur demander pourquoi ne pas envisager de ralentir, là aussi, pour le développement portuaire, comme pour le développement aéroportuaire, pourquoi ne pas ralentir ou réduire, pourquoi ne pas bifurquer, ralentir ou réduire pour structurer une vision et préparer le territoire, bifurquer vers une offre territoriale plutôt orientée vers les transitions. Alors la réponse de Gonçalo Faria a été cinglante et déprimante à la fois. Selon lui, la réponse serait entre les mains des consommateurs européens. Tant qu'ils continueront à acheter de la fast fashion ou des légumes en dehors des saisons, les infrastructures devront s'adapter en conséquence pour servir le marché. Alors cette responsabilisation de la demande a laissé pas mal de participants perplexes. Nous étions quelques-uns à penser que les charters, notamment vers le Portugal, la fast fashion, les poires argentines en été, ce sont des marchés structurés plutôt par l'offre et pas vraiment par la demande. Et on s'est demandé si le Portugal n'a pas une place plus originale, plus qualitative à jouer dans l'économie maritime au sens large, une place ancrée dans les défis écologiques et climatiques et surtout dans les territoires du fleuve. Le soir, on a eu un discours romantique, pour ne pas dire sentimental, de l'ancien vice-premier ministre Pedro Cisa Vieira, qui a donné aux participants des clés de compréhension utiles du contexte lisboète. L'âme portugaise est devenue très tangible. De la grande histoire aux catastrophes, des ors à la famine, de l'enfermement de la dictature à l'intégration forcée au capitalisme, Lisbonne, pour conserver sa grandeur et maîtriser son destin, s'est appliquée dans des efforts énormes et dont elle paye encore aujourd'hui les conséquences. C'est un discours qui m'a semblé sensiblement plus ancré dans le passé que dans le futur. Mais c'est sans doute la saudade portugaise qui s'exprimait ce soir-là. Et cela s'illustre, ce que je viens de dire, ça trouve aussi une illustration assez nette dans les rapports au Tage. En fait, le Tage, quand on est à Lisbonne, il est partout. Dans la culture populaire, dans le paysage d'abord, mais dans la culture populaire, dans l'identité.
Tout le monde parle d'usage, tout le monde explique que c'est un atout formidable, mais qui reste encore largement au rang des potentialités par défaut de vision et action commune. Alors le lendemain matin, avant de partir, puisqu'il fallait bien partir, après la visite du terminal de croisière, on a assisté à une conférence intitulée « Développement portuaire et croissance urbaine, deux mouvements contraires ». Une présentation de Ruben Heras, qui est le secrétaire général du forum d'Omar et qui s'occupe du hub d'Omar et qui en gros a expliqué encore une fois les attentes du marché en général et que la réponse du hub, avant tout, c'est un bâtiment. Donc un raccourci qui nous a paru assez saisissant, c'est-à-dire des grands enjeux mondialisés et puis un bâtiment. Ensuite, on a eu, sachant qu'il y avait énormément de slides et pas de cartes. Aucune localisation, aucun espace représenté portuaire. Thiago Fernandez, responsable logistique du port de Lisbonne, lui est reparti d'une photo aérienne à grande échelle représentant les 204 km de rivage de l'estuaire Tage. Mais c'est un état des lieux, c'est-à-dire là aussi pas de stratégie territoriale ou urbaine. Et lui aussi a expliqué, donc lui il gère le foncier, on se dit il va nous... Non, lui il nous a expliqué que même chose, les attentes mondiales et la création d'un océan campus, un investissement de 300 millions d'euros. Donc en fait, on a l'impression que ce qui va, ça part de la demande du marché à sa cristallisation la plus immédiate, sans réelle concertation, ce que d'ailleurs déplorait le maire de Montijo. Donc à ce moment-là, on était quand même quelques-uns à se demander si les bords du Tage ne méritaient pas une autre approche. Alors c'est le moment qui a été choisi pour demander à Laurent Perrin de l'Institut Paris Région de faire une présentation des grands enjeux des relations fleuve-ville, notamment autour de deux cas d'études, le Rhin entre Strasbourg et Bâle et la rivière Saigon à Ho Chi Minh Ville. Et ce qui est ressorti de ces deux approches comparatives, c'est la nécessité d'avoir un regard très haut, d'avoir un regard qui permette d'appréhender tout le potentiel écosystémique et environnemental des fleuves dans leur relation à toutes les échelles de territoire et dans toutes les interfaces urbaines. De telle sorte que quand on est reparti de ce séjour lisboète qui s'est ainsi clôturé, on avait peut-être un double sentiment, en tout cas me concernant, peut-être un petit peu de tristesse en se disant qu'il y a beaucoup de choses, énormément de potentiel et de travail à faire, et en même temps de repartir en France où on est souvent on pratique assez facilement l'autocritique, et en se disant, après avoir suivi les exposés notamment d'Aropa, que globalement, on est plutôt dans la bonne direction au niveau des enjeux qui se présentent à ces espaces. Voilà, je vous remercie, j'espère que je n'ai pas été trop long. Et merci en tout cas à la Fabrique de la Cité d'abord de m'avoir permis de participer à cette expédition et de vous en dire deux mots aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup Julien pour ce regard franc mais très renseigné sur la ville de Lisbonne, libéralisme et port et pression foncière. Simplement un détail, le Parc des Nations en plein mois de juin en repérage est rempli et donc effectivement c'est un lieu un peu musée lorsqu'on y est allé, mais c'est quand même un lieu qui a un sens aujourd'hui, qui est une ville. On y a des bureaux, on y a des tribunaux, les tribunaux de la ville de Lisbonne et du Portugal sont maintenant installés là-bas. Reste qu'effectivement il y a un côté peut-être un peu impersonnel dû au béton, dû à l'esthétique 1998 qu'il faut retravailler. Évidemment. Mais merci en tout cas. Je vous propose de passer directement au dialogue, de garder vos questions, remarques. Certains étaient présents en voyage et on pourra réagir à ce que disait Julien. Mais je propose de renseigner encore un peu ces débats avec Pauline Lavaux et Bruno Delsalle, si vous voulez bien me rejoindre. Et puis continuer sur ce qu'a un peu évoqué Julien, notamment vers la fin. Et l'intérêt de ces voyages d'études, c'est la comparaison, le pas de côté,
avec les métropoles internationales et ensuite comment on regarde les villes françaises et on comprend ce qui se fait de bien, de mieux en France ou à l'inverse, là on peut s'inspirer. Et ce qui était intéressant dans ce que tu disais, c'est que finalement on était dans le bon chemin. C'est rare d'entendre ça à Paris et de la part d'un Français sur des sujets français et je pense qu'on va pouvoir creuser ces questions-là. Et peut-être sur le côté des collectivités, l'engagement des citoyens, qu'on est prêt. J'ai trouvé ça très intéressant. Est-ce que vous voulez chacun d'abord réagir peut-être en un mot à ce que pouvait dire Julien, avant de vous laisser vous présenter et rentrer dans les conversations? Merci beaucoup. J'ai écouté ça avec grand intérêt. Alors, je ne connais pas Lisbonne dans tous ses détails, donc il est toujours intéressant d'avoir une vision qui se permet d'être critique. Ma réaction est que, effectivement, c'est un pays à qui on a demandé beaucoup d'efforts, à qui on a demandé d'aller très vite, qui s'est peut-être un petit peu emballé. Après, il faut avoir conscience que le port de Lisbonne, je dirais, dans l'économie maritime portugaise, c'est pas la pièce principale. Que voilà, on a Porto Matosinhos qui est au nord, et puis surtout on a Sines qui est au sud. Alors Sines a été emporté ces dernières semaines par quelques troubles politiques, peut-être dus effectivement à ce climat d'emballement de la libéralisation du Portugal, avec des affaires de corruption qui sont remontées et qui ont touché directement certains projets qui concernaient le port. Donc voilà, c'est un pays qui essaye d'aller vite, et dans un endroit qui est un fleuve plein de symboles, un fleuve qui historiquement a compté, un fleuve plein de symboles en termes de paysage, des zones humides au sud qui sont d'une richesse incroyable. Donc voilà, tout ça fait un potentiel sans doute important, mais effectivement, peut-être, ça je ne peux pas le dire, mais si j'ai bien compris, je dirais une vision écosystémique qui manque cruellement, en tout cas dans votre regard. Voilà, mais c'est vrai, c'est difficile des fois de faire vite et bien. Pauline, peut-être un mot sur ce... Oui, je dois dire que j'ai été un peu terrifiée par une partie de cet exposé. J'avais l'impression d'entendre un exposé qui aurait pu être fait sur d'autres pays il y a 25 ans, il y a 30 ans, quand il y a eu des plans de restructuration très brutaux imposés par les institutions financières internationales. Donc, je veux dire, il y a pléthore d'exemples à travers le monde sur malheureusement tous les continents, mais je n'avais pas conscience que ça avait été aussi brutal si près de chez nous. Avec, moi, ce qui m'a interpellée, c'est ce que vous disiez sur la croissance du trafic aérien. Et le développement d'un tourisme de masse qui a des conséquences sociales, on le sait, vous l'avez un peu abordé, mais sur le logement à Lisbonne, c'est absolument inabordable. C'est une ville qui s'est entièrement Airbnbisée et qui fait que les gens n'ont plus les capacités de vivre dans cette ville qui était si agréable il n'y a pas si longtemps. Voilà, et puis j'ai quand même l'impression qu'on va dans la direction opposée à celle qu'il faut qu'on adopte collectivement au regard des enjeux climatiques. Donc non, ça m'a fait réaliser, encore une fois, que des solutions d'hier, qu'on continue à les imposer et à provoquer des désastres écologiques et sociaux de demain. Voilà, ça... Pas très enthousiasmant, je dois dire. Bon, pour rassurer tout le monde, je propose qu'on parle de port et de citoyens avec vous, Bruno, et l'interface qu'on a voulu explorer à Lisbonne, qui est le conflit qui peut exister entre un port et ses usages logistiques et très consommateurs d'espace, et la ville. Lisbonne était l'exemple parfait, la ville qui se développe et qui doit développer des aménités, des lieux de vie plus calmes, plus doux, comme on dit désormais. Quel est en fait l'héritage de ces espaces portuaires qui ne sont plus utilisés, et surtout que faire des espaces qui sont très utilisés, qui sont amenés à se développer, et quelle est la concurrence foncière ou la coopération entre la ville et le port. Et avant de creuser dessus, peut-être vous pourrez présenter l'AIVP et son congrès, mais je trouve que ce thème, renforcer le lien port-citoyen, est très intéressant. On entend beaucoup parler de fleuves citoyens, d'ouverture de la ville au fleuve, de promenade, d'espaces plus tranquilles. Mais enfin, port citoyen, c'est pas un lieu, c'est pas encore un thème qu'on a beaucoup renseigné, et je trouve qu'il est vraiment important de s'y arrêter désormais. Merci beaucoup, Alphonse. Oui, effectivement, alors ce thème port citoyen, il n'est pas né de nulle part. Alors je ne sais pas si les slides vont démarrer ou pas. Et je voudrais replacer ça un peu dans le contexte, tout simplement, de la création de l'AIVP. Donc l'AIVP, effectivement, bouton vert, hop.
Donc la IVP, effectivement, c'est une association qui est née en 1988. Alors j'étais bien jeune à l'époque, vous vous en doutez, mais on a créé ça sur un bout de table. Tout est parti d'un congrès qui s'était tenu au Havre et dont le sujet était cette fameuse réappropriation des friches, ce qu'on appelait en urbanisme à cette époque-là, les friches portuaires. Et ça s'inscrivait dans un double mouvement qui était une opération d'urbanisme très médiatisée en Europe et que vous connaissez tous, qui était la réhabilitation des docks de Londres, qui était partie, je dirais, si vous me permettez l'expression, à fond les manettes, avec énormément d'investissements privés, la création de condominiums et finalement le problème de la relation au fleuve, en tout cas dans la première étape des transformations de docks de Londres, non résolu, parce qu'on est passé d'une privatisation entre guillemets du bord à quai par le port à une privatisation par un certain nombre de citoyens aisés, donc avec des phénomènes de gentrification. Et puis, à l'opposé, de l'autre côté de l'Atlantique, on a un mouvement qui est le développement des grands waterfronts à l'américaine autour du loisir. Mouvement que, là aussi, vous connaissez et qu'on va trouver à la fois sur la côte Est à Boston ou à Baltimore et sur la côte Ouest à San Francisco, par exemple. Et puis, au milieu de ça, il y a les Européens qui se disent bah, nous aussi, on va avoir nos friches portuaires, qu'est-ce qu'il faut en faire? Et ils avaient décidé de se réunir, ils se sont auto-enrichis et à la fin de cet événement qui devait être ponctuel, ils ont dit qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut continuer à discuter? On a dit ok, on va créer une association. Et donc l'association Ville et Port, elle est née comme ça, sur cette thématique purement aménagement. Et à un moment donné, à la fin des années 80 en France, où les ports sont dits, et sont pas que dits, ils sont juridiquement autonomes, et un dialogue très peu construit. Et quand on lance ça avec Olivier Lemaire, l'ancien directeur général, je dirais qu'on va apprendre au fur et à mesure des années nous-mêmes la richesse de cette relation ville-port. Elle va s'enrichir assez rapidement avec un événement mondial qui est le sommet de la Terre à Rio, où pour la première fois en 92, l'humanité se pose la question de l'environnement, à l'époque on dit. Donc nous, on va à ce moment-là commencer à se dire, bah, tiens, environnement pour une ville portuaire, ça veut dire quoi? Et on va progressivement enrichir les débats. Et après, on va assister à 15 ans d'emballement de la mondialisation, plus ou moins contrôlé suivant les pays. Et dans cet emballement, eh ben, effectivement, alors c'est peut-être le cas du port de Lisbonne aujourd'hui, le port va sans cesse être derrière à s'adapter. Et il va falloir mettre en place effectivement les nouvelles zones holistiques, il va falloir mettre en place les filières de formation pour donner des compétences, parce que c'est l'arrivée du concept de juste à temps qui va arriver jusqu'au moment diabolique où on est aujourd'hui, où le juste à temps, c'est presque je veux être livré dans 2 heures. Voilà. Et donc tout ça, les ports ont couru derrière, se sont adaptés en permanence et avec une dichotomie qui s'est créée de manière très forte entre l'espace que l'espace maritime peut offrir en tant que capacité d'infrastructure de transport avec des navires géants qui, voilà, donc dans les années 90, quand on vous parlait d'un navire de 5000 conteneurs, on vous disait waouh, ça va être génial. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'on est à 24 000 watts. 24 000 watts, c'est des navires de 400 mètres de long, 65 mètres de large. Et si vous les sortez de l'eau, ça fait 34-35 mètres de haut. Voilà. Donc on est vraiment sur des géants des mers et vous doutez bien qu'une telle capacité de transport, peu d'endroits sur le littoral sont en mesure de proposer une infrastructure qui va être adaptée à de tels flux. Et donc on a là un conflit de plus en plus. Et donc ce conflit-là, donc, qui a été une adaptation aux fonctions économiques, donc on est parti de l'aménagement, on a mis peu à peu des problématiques environnementales que la société commençait à se poser, on a absorbé des contraintes économiques très très fortes au niveau des ports, et puis tout ça se heurtait aux citoyens. Aux citoyens parce que, vous le savez tous, vous l'avez dans votre poche, depuis les années 2010, il y a le phénomène des réseaux sociaux qui sont arrivés à une maturité, en tout cas technique, maturité d'utilisation, ça c'est un autre débat, mais qui permet effectivement à tout à chacun de s'exprimer et d'arriver dans un débat quand bien même on ne l'a pas invité. Et cette problématique, elle va changer et à ce moment-là, la IVP va se dire, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ça ? Et on a commencé à inciter nos adhérents à créer des lieux dédiés à l'éducation portuaire. Donc on a appelé ça des port centers, qui sont des centres d'interprétation scientifique autour du port, qu'on essaie si possible de mettre entre les mains d'une gouvernance plutôt partagée, et non pas au sein même d'un service de communication d'un grand port maritime,
pour avoir effectivement des efforts de dialogue avec les citoyens, d'explication et d'être en mesure de montrer les trajectoires. Donc ça, c'est l'histoire de la IVP. Effectivement, aujourd'hui, la IVP, c'est 50 pays, c'est 200 membres environ, essentiellement en Afrique, en Amérique du Nord, en Europe et plus ponctuellement Moyen-Orient, Asie, Océanie. Donc, c'est effectivement voilà la petite histoire. Et après, on est arrivé à se dire qu'est-ce qu'on fait. Donc effectivement, les Nations Unies ont sorti leurs 17 SDG et on s'est interrogé avec nos adhérents sur qu'est-ce que ça veut dire pour une ville portuaire. Et comme beaucoup d'associations internationales, bien entendu, on a fait nous-mêmes notre agenda, où on a essayé de décliner en abordant des thématiques qui vous sont chères. On a parlé tout à l'heure d'identité maritime, des choses comme ça, d'interface ville-port, qu'est-ce que ça veut dire au niveau des nouveaux enjeux. C'est ce qui nous guide aujourd'hui. C'est ce qui nous fait travailler sur toute la richesse de cette relation ville-port, avec le travail classique d'une association, qui est l'échange de bonnes pratiques, un peu de réflexion prospective, se faire rencontrer les gens, les faire réfléchir ensemble, accepter, comme vous l'avez fait à Lisbonne, de se poser un peu, de lever la tête et d'ouvrir grand ses oreilles pour se poser de nouvelles questions. Et puis d'essayer d'imaginer effectivement un cadre de vie dans ces villes portuaires qui soit renouvelé, qui soit plus agréable. Tout ça, effectivement, j'ai conscience en le disant, c'est une vision très utopiste des choses, mais quand on est association comme je le suis, c'est notre rôle de porter des utopies, éventuellement de faire face à certains sourires ou à certains éclats de rire, mais voilà, une association comme la nôtre, elle est là pour ça, elle est là pour dégager une perspective. Donc voilà un peu l'histoire de la IVP en 4-5 minutes, mais qui a vraiment grandi avec l'émergence des piliers du développement durable. Et alors, vous avez eu l'excellente idée de faire un congrès à Venise sur justement votre congrès annuel, si je comprends bien, de réunion de l'association. Qu'est-ce qu'il en est ressorti pour les enjeux de l'année prochaine, les futurs thèmes? La COP28 est pressante et très proche de votre congrès. Vous avez parlé des sujets environnementaux. On parlera évidemment de la qualité de l'eau et du lien d'un fleuve et de sa ville. Est-ce que vous avez senti un changement naître, des mouvances un peu différentes ou un élan même? Le représentant d'Aropa l'a dit tout à l'heure. On est dans une phase complètement de transition où c'est effectivement... Le port, ce n'est plus seulement un outil logistique. Le port, c'est aussi un organisme, un ensemble de fonctionnalités posées sur un territoire. Et la vision, elle doit être avant tout territoriale. Et ce qui est très frappant, avec moi qui suis, je dirais, tombé dedans quand j'étais petit, c'est que c'est un discours qu'on n'entendait pas il y a 30 ans. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion d'être aux assises du port du futur qui se sont tenues à Sète, qui sont organisées par le CEREMA en France tous les ans. Et effectivement, aujourd'hui, tous les décideurs portuaires, tous les élus locaux de ces villes portuaires parlent de territoire et parlent d'écosystème. Et ça, c'est complètement nouveau parce que c'est déjà effectivement de conscience que je ne peux pas décider seul. Je dois construire avec les autres une vision commune. Nous avons, nous, société, des challenges et des défis communs à relever ensemble. Ne pas le faire ensemble, c'est risquer l'échec. Et l'humanité s'est posée dans une telle contrainte de temps en ne faisant rien, si je puis dire brutalement, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, je ne sais pas comment ils vivent la COP28 sur place, mais malheureusement, l'échec, on n'y a pas droit. Et si les décideurs, si la gouvernance va dans l'échec, à un moment donné, la solution partira d'ailleurs, mais la solution partira. Il faut garder quand même un certain optimisme. Donc, faire ensemble, c'est aussi associer le citoyen. Faire ensemble, c'est aussi travailler sur l'acceptabilité sociétale de toute cette activité portuaire qui n'est pas neutre en termes d'environnement. C'est avoir l'honnêteté de poser des trajectoires d'amélioration, de fixer ensemble des objectifs, d'emmener tout le monde et ne arrêter d'être dans le secret et le déni. Je veux dire, on ne peut aimer que ce qu'on voit. Donc un port, quand bien même il y a des contraintes de sécurité fortes, donc ça a été effectivement encore renforcé après les attentats de 2001. Aujourd'hui, il y a un gros enjeu qui commence à monter, c'est le narcotrafic, qui touche bien sûr tous les ports, parce qu'on est arrivé à des tels volumes que c'est plus dans votre valise, que vous pouvez transporter tout ça. Il n'y a que les conteneurs qui permettent ça. Donc effectivement, ça arrive au Havre, ça arrive à Anvers, ça arrive à Rotterdam, ça arrive à Dunkerque, ça arrive partout.
Et que ça, il ne faut surtout pas que ça se traduise par de nouveau on ferme, de nouveau on met des grilles, de nouveau on met des miradors, etc. Parce que si vous fermez ce paysage, cet espace aux citoyens, vous en faites un lieu douteux. Si vous en faites un lieu douteux, vous en faites une rupture de confiance. Si vous avez dans la rupture de confiance, vous n'avancez plus ensemble. Donc voilà, c'est en ce sens que ce thème était très important à Venise et qu'on l'a mis au cœur. Ce qui me rassure, c'est qu'effectivement, ce que j'ai entendu là-bas, c'est que on n'a pas la solution miracle, mais la prise de conscience, elle est là. Donc c'est déjà pas mal. Je crois que vous faites la transition parfaite avec le sujet de la Seine et vous, Pauline, parce qu'ouvrir un lieu douteux, la Seine n'est pas douteuse, je suis un Parisien amoureux de la Seine, mais enfin les questions de baignade dont on parlait tout à l'heure, et vous disiez aussi Bruno, il y a certains thèmes, fleuve ou port, qui peuvent encore faire sourire ou susciter un peu d'interrogation. Je crois que le sujet de la baignade en est un. Peut-être avant de parler précisément de la baignade et laissez-vous vous présenter. Et ce sujet, je crois qu'il est revenu dans la parole de Julien et Bruno et vous. Travailler ensemble, les collectivités, la gouvernance, acteurs publics et privés. J'ai l'impression que c'est un peu le lieu commun, on en parle à chaque fois sur tous les grands sujets d'aménagement. Et est-ce que la Seine et l'impulsion donnée par les JO n'est pas l'exemple parfait que ça marche, quoi. Et vous avez un terrain là, un grand cahier de brouillon sur lequel finir toutes ces explorations et y arriver en fait. Alors, je suis assez d'accord, merci de me passer la parole. Je suis assez d'accord sur le fait qu'on entend souvent parler de ces histoires de gouvernance et qu'on finit par régler les problèmes en disant mais c'est un problème de gouvernance et il faut trouver la bonne gouvernance pour y arriver. Donc, on va voir avec l'exemple que je vais vous présenter aujourd'hui qu'effectivement, parfois, ça marche et quand ça s'aligne vraiment, on peut vraiment avoir des résultats très probants. Mais bon, d'abord, la Seine comme lieu douteux, je ne suis pas sûre. Ce dont je suis certaine, c'est que dans 228 jours maintenant, elle va être la superstar mondiale au cœur de l'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques. D'abord avec cette cérémonie d'ouverture exceptionnelle qui va se dérouler pour la première fois en dehors d'un stade, sur la Seine, qui va réunir, sur laquelle vont défiler plus de 10 000 athlètes venant des 206 nations qui participent aux Jeux Olympiques et Paralympiques, qui vont traverser la Seine sur 6 km en embarquant au niveau du pont d'Austerlitz et en allant jusqu'à la Tour Eiffel. On a 600 000 spectateurs qui sont attendus physiquement autour du parcours de cette cérémonie, et puis évidemment des milliards de téléspectateurs. Donc j'espère que ce ne sera pas un lieu douteux aux yeux de toutes ces personnalités. En tous les cas, on a envie de la sublimer et d'en faire une vitrine mondiale pour notre fleuve. Donc c'est un temps évidemment très fort qu'on prépare activement du côté des organisateurs, évidemment du côté de la ville de Paris également. C'est aussi un lieu où vont se dérouler des épreuves de natation. Donc il y a 3 grands types d'épreuves qui vont avoir lieu. Le triathlon, qui est lui-même divisé en plusieurs épreuves, donc auront lieu, je vous donne les dates, vous n'êtes pas obligé de les noter, mais 30-31 juillet, 5 août. La natation marathon, donc là c'est 10 km de nage en eau libre, 9 et 10 août, et le paratriathlon le 1er et le 2 septembre prochain. Donc on le voit, la Seine va vraiment être au cœur des Jeux Olympiques. Elle était au cœur de la candidature de la ville de Paris pour organiser ces Jeux Olympiques, et elle va être, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, au cœur de l'héritage qu'on souhaite pour Paris, parce qu'il ne s'agit pas juste d'organiser une grande fête mondiale avec toutes les complexités que ça entraîne derrière. Il s'agit vraiment de réfléchir à quel impact et comment on envisage ces grands événements aujourd'hui. Mais avant d'être une question d'héritage, pour moi, c'est une question et c'est une histoire de reconquête, ce rapport à la Seine. Donc là, je vous ai remis des visuels qui datent, pour celle de gauche, des années 60, et puis celle de droite qui est assez récente, c'est le début des années 2010. On oublie assez vite, mais évidemment, les berges de Seine ont longtemps été finalement réservées à la circulation automobile. C'était des autoroutes urbaines qui coupaient complètement le lien entre la ville et le fleuve, entre les habitants et leur fleuve. Il y avait une coupure physique, tout simplement, qui faisait que la Seine était assez loin finalement. Elle était forte dans l'imaginaire collectif, mais assez loin dans la vie quotidienne. En tout cas, crois qu'il est là, le lieu douteux. Personne n'irait se promener, à cet endroit-là si c'était jonché de voitures et de on n'y pensait même pas. C'était, mais enfin. Récemment, j'ai été à Budapest et c'est encore comme ça. Et donc, ça m'a choqué, mais en fait, il y a 10 ans, il y a 15 ans à Paris, c'était le cas aussi. Donc, en fait, tout est possible et c'est ça qui est plutôt rassurant. Avec beaucoup de volonté politique, pour le coup, il a fallu 20 ans pour passer de cette vision-là à
celle-ci. Donc là, c'est la vision, on va dire, très idéalisée estivale, mais elle existe évidemment. Donc cette piétonisation, elle s'est faite à partir de 2001 avec les dimanches où la circulation était arrêtée, sans passer toutes les étapes, mais ça a été long jusqu'à 2017 avec la création du parc des Rives de Seine, encore une fois dans un contexte qui n'était pas simple et avec des résistances politiques extrêmement fortes, si certains s'en rappellent. Néanmoins, cette reconquête, entre guillemets, elle a vraiment permis de transformer le rapport aux berges de Seine et donc de se rapprocher du fleuve. On a une transformation progressive aussi des paysages qui va s'opérer avec ça, une modification des usages et des activités, avec cette idée quand même de réussir à concilier des usages, mais si je mets de côté la circulation automobile, évidemment. Et donc la prochaine étape, en réalité, une fois qu'on a levé ces frontières physiques, on a rapproché les gens et les activités du fleuve, on a réussi à concilier aussi les activités anciennes qui continuent à perdurer à Paris, avec des ports qui sont en activité, puis avec des gens qui vivent aussi sur le fleuve. Finalement, la prochaine étape, c'était de se dire... il faut reconquérir le fleuve. Et ça veut dire quoi? C'est la question de la qualité de l'eau du fleuve. C'est un enjeu qui, là aussi, remonte. On n'a pas attendu les Jeux Olympiques. Et on ne le fait pas uniquement pour des enjeux de baignade. Finalement, la baignade, et j'y viendrai, pour moi, c'est un peu la cerise sur le gâteau de la reconquête écologique du fleuve. Dans les années 1980, la Seine était, pas uniquement la Seine, je pense que c'était le cas partout en France et probablement en Europe, était perçue comme une sorte d'exutoire naturel pour les eaux usées, en tous les cas pour les systèmes et les réseaux d'assainissement qui sont calibrés en fait d'une certaine manière pour recueillir un certain volume d'eau, et puis quand on dépasse, parce que de temps en temps on a des pluies plus fortes que le calibrage des réseaux, eh bien on rejetait tout simplement le surplus, c'est-à-dire des mélanges d'eau pluviale et d'eau usée en Seine, sans se poser réellement de questions. Tant et si bien qu'on avait environ 20 millions de mètres cubes qui étaient rejetés chaque année dans la Seine dans les années 1980. On a une directive cadre sur l'eau au niveau européen qui est prise au début des années 2000, en l'an 2000 d'ailleurs, qui impose aux États membres de prendre des mesures pour restaurer le bon état écologique, ou essayer d'atteindre le bon état écologique de leurs cours d'eau. Et ça, c'est un changement majeur, finalement, de mentalité, de regard qu'on porte sur les fleuves et qui va provoquer des transformations profondes partout. Et à Paris, ça c'est... Alors, le bon état écologique, c'est quoi? C'est permettre la vie végétale et animale. Donc, on commence à parler effectivement de biodiversité dans les fleuves. C'est ne trouver que peu ou pas de produits toxiques, évidemment, dans l'eau. Et puis, c'est qu'il y ait aussi une eau en quantité suffisante. Donc, ça se réfère aussi à la question des prélèvements et de la manière dont on capte l'eau. Donc de l'eau en quantité suffisante pour la vie animale, mais aussi pour les activités humaines. Donc c'est vraiment l'ensemble de ces trois leviers sur lesquels il fallait jouer pour essayer de se rapprocher de ce bon état écologique. Donc à Paris, ça s'est traduit par des travaux très importants de modernisation de nos réseaux d'assainissement. Donc on a commencé à mettre tout simplement des capteurs dans nos déversoirs d'orage pour éviter de déverser quand ce n'était pas nécessaire. Enfin, on a monitoré beaucoup mieux notre réseau et on a réussi comme ça à diviser par 10 quasiment le volume des rejets d'eau usée en Seine chaque année. Sur la période années 80 à aujourd'hui, on passe de 14 espèces de poissons qui étaient recensées dans la Seine à 34, dans une période quand même relativement courte. Donc on sent bien que finalement cette biodiversité, elle était prête à s'installer dans la Seine, mais elle n'en avait pas la possibilité, tout simplement parce que l'eau n'était pas de bonne qualité. Et c'est parce qu'on avait fait tout ce chemin, finalement, d'amélioration, que la question des Jeux Olympiques et de l'idée de mettre la Seine au cœur des Jeux était possible. Finalement, c'était plus une utopie, c'était une possibilité. Et c'est donc... cette décision d'attribuer les Jeux à Paris qui a permis d'accélérer. Pour moi, c'est le dernier kilomètre le plus dur. Je ne suis pas marathonienne, mais on m'a toujours dit que c'était pas facile. Enfin, les derniers kilomètres et demi étaient pas faciles physiquement. Là, en l'occurrence, il y avait encore un effort important à mener pour atteindre le niveau nécessaire de qualité de l'eau pour envisager une baignade. Et c'est là où cette gouvernance s'est mise en place autour de ce projet. Donc c'est
c'est l'État, c'est la ville de Paris, c'est les collectivités du bassin, parce qu'on est évidemment sur un territoire hydrographique, hein, donc toutes les collectivités, les établissements publics territoriaux, la métropole du Grand Paris, les opérateurs de l'État, Aropa, VNF, évidemment. Je rappelle que la voie d'eau, c'est VNF, les quais et tout ce qui est, n'appartiennent pas à la ville de Paris, mais sont gérés par l'État et donc par son opérateur Aropa. Et donc on a besoin aussi d'être dans des très fortes relations partenariales, et c'est ça aussi que ça permet, c'est qu'en fait, je vais continuer, mais le rapport entre la ville de Paris et les opérateurs de l'État a beaucoup évolué ces dernières années du fait de ce énorme projet commun, et ça a des conséquences aussi sur d'autres projets qui concernent la Seine. Donc on a mis tous ces acteurs autour de la table, et puis on a développé 4 grands axes de leviers à activer pour améliorer la qualité de l'eau de la Seine. C'est d'abord améliorer la qualité des traitements de l'eau en sortie d'usine. Donc ça, c'est Seine-Amont, Valenton. Donc on a mis en place des nouveaux traitements pour que l'eau rejetée après traitement soit contiennent moins de matière fécale, hein, pour dire les choses, parce que c'est de ça dont on parle ce matin. C'est tout ce qu'on a fait pour limiter les rejets d'eau pluviale. Donc ça, j'en viens à ma photo, le bassin d'Austerlitz qu'on est en train de finaliser, qui sera prêt au printemps et qui va commencer à fonctionner. Donc, qui consiste, c'est une énorme cuve, hein, comme vous pouvez le voir, qui consiste à capter l'eau dans les périodes de pluie plus ou moins intense, donc de l'eau qui serait de l'eau mélangée eau pluviale et eau usée. Puis renvoyer cette eau, une fois que les réseaux sont désaturés, renvoyer cette eau dans les réseaux d'assainissement pour qu'elle puisse... voilà. Et c'est toute cette eau-là, c'est l'équivalent de 20 piscines olympiques qui n'est pas rejetée en Seine à chaque fois qu'un événement pluvieux majeur se produit. Donc, et qui fera une grande différence. Il y a une autre infrastructure de ce type-là qui est en cours de finalisation dans le 94. Il y a aussi la question de la résorption des mauvais branchements, qui est un sujet vraiment très important. 23 000 mauvais branchements restants à traiter. Mauvais branchements, c'est tout simplement quand les réseaux d'assainissement ne sont pas connectés comme il faut et où les rejets se font directement en Seine. Donc 23 000, ça vous donne une idée de ce que ça représente encore. Et puis le raccordement des bateaux, c'est là donc à Paris. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait la Seine est un milieu très réactif. Donc même, on pourrait se dire, il y a une centaine de bateaux à raccorder, c'est pas grand-chose. Mais en fait, ça a des conséquences très importantes sur la qualité bactériologique de l'eau. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer l'assainissement des ports qu'on a fait avec Aropa et VNF. Donc ça c'est aussi un héritage important des Jeux, parce que tous les ports sont maintenant assainis à Paris, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de péniche qui n'a pas la possibilité de se raccorder, et il y a surtout une obligation pour elle de le faire qui sera totalement effective au début de l'été. Et évidemment, on est très attentif à ça parce que, étant donné la proximité, y compris d'un certain nombre de ports, des sites de baignade et d'épreuves olympiques, chaque bateau compte, j'ai envie de dire. Et puis, au-delà de cette histoire de reconquête dont je parlais, le lien à la Seine, c'est aussi une question d'adaptation à la nouvelle donne climatique que nous connaissons et que nous allons continuer à connaître. Donc à l'échelle de mondiale, 2023, on le sait, c'est l'année la plus chaude jamais enregistrée. Malheureusement, les années se suivent et se ressemblent toutes, car on bat des records globalement mois après mois et année après année. À Paris, on a déjà dépassé, ça c'est difficile à imaginer, on a déjà dépassé une augmentation de plus 2,3 degrés par rapport aux températures de l'ère pré-industrielle. Donc quand on parle de rester sous 1,5 degré au niveau mondial, il faut se dire que le continent européen se réchauffe plus vite, et on a déjà dépassé, rien qu'à Paris, 2,3 degrés par rapport aux températures de l'ère pré-industrielle. On sait, les conséquences, c'est des multiplications de vagues de chaleur, intensification de plus en plus précoce dans l'année, de plus en plus tardive dans l'année, avec des effets majeurs pour les habitants. Donc c'est pour ça qu'on va présenter demain au Conseil de Paris un nouveau plan climat. C'est le 4e plan climat de la ville de Paris, qui vise justement à répondre et qui place l'adaptation et la protection des Parisiens et du territoire au cœur du projet. Et pour ça,
pour le coup, notre option, c'est de nous appuyer plus sur la nature. C'est les solutions, ce qu'on appelle les solutions basées sur la nature, plus que le tout technologique et la solution, enfin, l'idée que les réponses technicistes permettront de dépasser le problème. Donc, c'est faire re-rentrer la nature dans la ville. C'est tout ce qu'on fait autour de la végétalisation. Je pense qu'on en parle beaucoup et c'est vraiment un enjeu très fort. Et puis, c'est la place de l'eau dans la ville. L'eau dans la ville, en débitumant, c'est-à-dire en essayant de désimperméabiliser les sols, parce qu'un des grands sujets aussi, c'est le fait qu'on soit dans une ville très minérale qui renforce finalement l'impact de la chaleur sur le territoire. Mais c'est aussi voilà, garder l'eau autant que possible dans de la pleine terre et puis s'appuyer sur les atouts, c'est là où j'en viens à la Seine, que nous avons. Nous avons un réseau de canaux exceptionnel à Paris et puis nous avons la Seine. Mais pour que la Seine ait un rôle on va dire, pour puisse participer au rafraîchissement de la ville, on a besoin aussi de végétaliser les bords de Seine parce que le lien, en fait, qu'est-ce qui rafraîchit vraiment la ville? C'est l'arbre finalement et c'est sa fonction évapotranspirante. Donc on a besoin de végétaliser et puis on a besoin aussi de donner cet accès, d'où la rencontre avec la question de la baignade. La baignade, elle existe déjà à Paris, elle existe depuis 2017 au niveau du bassin de la Villette. On a expérimenté cette année une baignade au niveau du canal Saint-Martin. Et donc l'objectif, c'est à partir de 2025 d'avoir 3 nouvelles baignades, cette fois-ci en Seine, en héritage de tout ce qu'on a fait, comme que je viens de vous présenter sur la reconquête de la qualité de l'eau. Donc 3 sites, un site à l'entrée de Paris au niveau du port de Bercy, un site au niveau du Bras-Marie et un site sur ce qu'on appelle le Bras de Grenelle en face de l'île aux Cygnes côté 15e. Donc tout ça voilà, nous amène à finalement de changer de regard et de lien à notre fleuve et je pense que ça aura des effets beaucoup plus vastes. C'est ça que j'essaye de dire. Finalement, la baignade, c'est une matérialisation de ces changements de regard et de pratique. Mais ce n'est pas le seul. Et d'ailleurs, en termes d'héritage, on a un héritage qui est bien plus large que la baignade. Donc, on a l'assainissement de tous les ports de Paris, ça je l'ai déjà dit. Le verdissement de la flotte. Il y a une trentaine de bateaux qui vont participer à la cérémonie d'ouverture qui sont en train d'être transformés d'un point de vue propulsion, enfin, qui passent du fuel ou du diesel à de l'hydrogène ou de l'électrique. On a une dynamique en faveur de la logistique fluviale. Ça, c'est même pas uniquement par rapport au jeu, mais là, ce qui s'est passé, par exemple, pour Notre-Dame a été vraiment aussi une belle démonstration de ce qu'on peut faire par la voie fluviale pour apporter le matériel qui a été nécessaire. On a cette vitrine mondiale, bon, ça me paraît évident. Puis c'est des baignades qui sont à Paris, et pas uniquement à Paris, qui sont aussi en dehors de Paris, parce que c'est un projet voilà, qui dépasse voilà. Et je voulais juste remonter quelques petites photos pour montrer, parce que le lieu douteux, en fait, en préparant... Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que... Je me suis moi-même baigné dans la Seine il y a longtemps, et on s'en sort très bien. Hein, mais... Non, mais c'est très intéressant parce je vais vous montrer... C'est quelque chose qui, finalement, c'est du temps court, cette perception de la Seine, parce qu'on s'est toujours baigné en Seine. Ça, c'est une gravure que vous pouvez voir au musée Carnavalet qui date de 1841, mais moi, j'ai trouvé voilà, beaucoup de textes, et il y a beaucoup de travaux qui ont été faits où on sent que, finalement, la Seine, c'était aussi un lieu où les gens se baignaient, mais pas uniquement pour le loisir, hein, ils se lavaient dans la Seine, enfin, c'était... et je pense que l'eau était plus douteuse à l'époque, très honnêtement. Mais il y a aussi beaucoup de traces de baignade au XXe siècle. Donc il y a un arrêté du préfet qui date de 1923 qui interdit la baignade, mais en fait la baignade elle a continué jusqu'à assez récemment. Donc ça c'est dans l'entre-deux-guerres à côté du Pont Neuf. Et puis il y a cette image que moi quand je l'ai trouvée, ça m'a vraiment étonnée, 1955. Donc il y avait encore ces pratiques. Finalement, l'absence de baignade en Seine aura, je l'espère, duré assez peu de temps. Donc ça c'est une image virtuelle, une projection, peut-être que voilà 2025 au niveau du Bras de Grenelle, on espère que ce sera voilà tout de suite que les Parisiens retrouveront finalement leur ancrage et leur lien avec ce fleuve et avec leur histoire, parce que il sera finalement plus naturel de s'y baigner que de ne pas s'y baigner. Je l'espère à partir de 2025. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour cette bouffée d'enthousiasme vers le Il en faut effectivement. Avant de vous donner la parole aussi à la salle et qu'on puisse répondre à des questions, est-ce que Bruno, vous voulez réagir sur ce terrain-là? Moi, j'avais une question que je me pose depuis un moment. On en avait parlé avec vous, Pauline. Paris, évidemment, a un port et un
un hub logistique, pas du niveau du port de Lisbonne ou du port du Havre, mais quand même, qu'est-ce que ça inspire pour le port de Paris? Vous disiez que vous travaillez, Pauline, avec eux. Quel est peut-être votre regard sur ce grand projet Jeux Olympiques qui concerne toute la ville, tout le long de la Seine, mais qui va peut-être transformer durablement le port, la gestion de l'arrivée logistique parisienne? Non, mais tout à l'heure, je parlais de territoire. Alors effectivement, je ne vais pas dire que les Jeux Olympiques sont un épiphénomène, mais les Jeux Olympiques, ils s'inscrivent dans une démarche plus globale, qui est une réflexion à l'axe séquanien, qui est maintenant engagée depuis une dizaine d'années et qui s'est traduite du niveau portuaire par la création de l'établissement Aropa, qui en est encore à ses débuts, hein, ça date de 3 ans, qui s'est traduit par une collaboration plus accrue entre les élus tout au long de l'axe séquanien et qui se traduisent donc par une vision d'aménagement du territoire où cet axe est primordial. Donc les Jeux Olympiques s'inscrivent dans cet axe, mais c'est effectivement une dimension territoriale beaucoup plus forte. Donc en France, on est sur cette logique d'axe. Des réflexions similaires sont en cours sur l'axe rhodanien. Voilà, sur d'autres pays, au niveau portuaire, je pense à l'Italie, on est dans les logiques de façade, où on a essayé de commencer à regrouper les autorités portuaires par façade pour pouvoir avoir des visions territoriales qui soient là aussi mieux organisées, plus complémentaires les unes des autres. En Belgique, pas plus tard que l'année dernière, le port de Zeebrugge et le port d'Anvers sont fusionnés. Là aussi, bien sûr, il y a des souhaits de rentabilité économique, mais c'est aussi la volonté de partager une même vision de territoire qui sont complémentaires. Sur l'axe Saint-Laurent, des discussions sont en cours sur les rapprochements entre Montréal, Trois-Rivières, Québec, Baie-Comeau, Sept-Îles. Voilà, donc on voit qu'effectivement, ces notions on prend de la hauteur et qu'il ne faut pas se cacher aussi. Là-dedans, il y a aussi la nécessité pour les États centraux qui ont des moyens, qui soutiennent les investissements dans nos pays développés pour cette période de réindustrialisation qui a été engagée. Il faut faire des arbitrages. Donc si déjà vous avez des territoires qui sont un peu plus cohérents, qui sont un peu plus globaux, qui se sont déjà mis les uns avec les autres, ça facilite aussi certains arbitrages et le saupoudrage des investissements nationaux. Donc voilà, tout ça, c'est des tendances lourdes qu'on observe en France, mais qu'on n'observe pas qu'en France. Voilà. Pauline, vous vouliez dire un mot avant de... Oui, parce que j'en ai pas parlé là, parce que c'était pas le sujet, mais on travaille dans cette logique, enfin on travaille avec le Rouen, avec le Havre, dans ce qu'on appelle l'axe Seine, qui est vraiment très poussé et souhaité par les élus pour voilà, avoir cette cohérence de territoire et travailler depuis Paris jusqu'à l'embouchure. Et c'est un travail qui est mené avec des objets concrets et qui sont autres que ceux dont moi j'ai parlé ce matin, mais qui sont évidemment au cœur de nos préoccupations. Et peut-être d'ailleurs, on en parlait, l'héritage, en fait, il est aussi là. C'est qu'au-delà des bâtiments, de la baignabilité de la Seine, il y a l'héritage de gouvernance, le système qui s'est mis en place et qui va perdurer après les Jeux. En tout cas, merci beaucoup. On va prendre, si vous aviez quelques questions, remarques, commentaires. Simplement, à la sortie de cette salle, vous avez à disposition le portrait de ville de Lisbonne pour poursuivre les réflexions de Julien Mérignac, et puis des synthèses, une note aussi sur l'eau dans les villes moyennes en France. Donc voilà, un peu de documentation sur ce terrain-là de la part de la Fabrique de la Cité. Oui. Bonjour, Marie Toussalbert, le moniteur. Alors en fait, il y a un mot qui m'a frappée dans ce que vous avez expliqué, Monsieur Delsal, et qu'on n'a pas beaucoup entendu après, qui est quand vous avez parlé des docks de Londres, vous avez parlé de gentrification. Et en fait, moi aujourd'hui, après avoir fait ce voyage à Lisbonne, qui a été très instructif, et je partage un certain nombre de choses qu'a dit Julien Mérignac, notamment sur la partie, au bout du compte, l'accès au fleuve reste très limité pour les citoyens. Et après la fin de notre visite, j'ai pu l'expérimenter puisque je me suis moi-même perdue en voulant emmener ma nièce voir le musée des Azuleros dans des zones d'infrastructure pas très agréables. Donc c'était, comment vous disiez, louche. Douteux. Ouais, c'était un peu douteux. Ouais. Le mot du jour est douteuse. Et c'était compliqué parce que c'est quand même un musée qui est censé être le musée national des Azuleros et c'est au milieu de nulle part, au milieu des voies ferrées. Donc, avec le port en contrebas, totalement inaccessible. Et à l'inverse, on a Paris, UNESCO, machin, hyper ripolliné. Excusez-moi, hein, mais ripolliné.
Les voitures sur les voies sur berge, c'est effectivement pas si vieux. Ça a été entamé avec les premières mandatures de Bertrand Delanoë, le premier Paris-Plage, je pense que c'était 2002. Donc ça a été extrêmement rapide. Mais aujourd'hui, c'est quoi la voie moyenne entre un port ultra-logistique auquel on n'a pas accès et qui est douteux et d'anciennes infrastructures qui sont hyper nettes, hyper propres, qui font de très jolies images à l'écran et qui sont accessibles, qui sont plus utilisables pour de la logistique. Bon, en l'occurrence, on sait qu'à Paris, les centrales à béton, par exemple, aujourd'hui, elles ferment le soir, donc elles continuent à fonctionner dans la journée, et elles ferment le soir pour permettre aux gens de passer. Ça, c'est très bien, mais des activités logistiques dans Paris, il n'en reste plus tant que ça. Quand on voit qu'Aropaport va transformer son local dans le 13e en lieu de machin chose, de loisirs, etc., on ne voit pas très bien en quoi ça reste une infrastructure et en quoi ça reste une activité économique autre que de loisirs. Et franchement, c'est quoi la voie moyenne entre la gentrification et la logistique et si on arrive à une cérémonie d'ouverture des JO à 600 € la place pour être là. Je propose de laisser répondre les moi, deux j'aimerais bien participants. savoir comment les villes portuaires arrivent à trouver cette voie moyenne. Voie moyenne, Alors, Pauline moi, je ne Bruno. sais pas si j'ai la réponse sur la voie moyenne, mais je peux répondre sur les exemples qui ont été cités. Nous, on a une préoccupation, c'est la conciliation des usages, et ça, c'est vraiment important, c'est pas le tout récréatif versus le tout économique. Donc, d'une part, c'est pas ça, et il n'y a que en permettant à différents usages de se faire qu'on rendra les choses acceptables, y compris sur la baignade. J'en ai pas beaucoup parlé, mais un de nos enjeux, évidemment, c'est la conciliation avec la navigation. Comment on fait? Est-ce que c'est des questions de chronotopie, donc des temporalités différentes? Comment on fait avec... bon, ça, on y travaille, évidemment, avec les usagers du fleuve, mais voilà, je ne voudrais pas laisser penser que tout d'un coup, ça devient juste une grande fête, une grande baignade générale, et puis tout le reste, ça ne nous intéresse plus parce qu'on en a besoin, c'est des fonctions essentielles pour la ville. Après, sur la question de la logistique fluviale, je pense qu'on est plutôt en train de chercher à la développer à Paris. On a, par exemple, un partenariat maintenant avec Ikea qui livre jusqu'au centre de Paris pour livrer ces magasins maintenant qui sont intramuros, et on cherche plutôt à démontrer qu'il est possible et intéressant économiquement parce que c'est aussi ça en moins de camions qui rentrent dans la ville, et c'est ce qu'on cherche aussi. Donc on a vraiment intérêt à aller dans ce sens de la... Voilà. Ensuite, sur les centrales à béton, comme vous disiez, on cherche à rendre les choses possibles dans un espace urbain qui est ultra dense, avec aussi des nuisances pour les uns et pour les autres qu'il faut essayer de minimiser. Donc la voie moyenne, je ne sais pas, mais en tout cas, on n'est pas dans une option... tout c'est pas ni l'un ou l'autre, en fait. Voilà. Ouais. Non, mais je peux que souscrire à ça. Alors, comment on trouve la voie moyenne? Effectivement, c'est compliqué. La voie moyenne, ça s'anticipe. Alors, dans votre question, il y a deux choses. Il y a la question, et ça rejoint ce dont je parlais tout à l'heure sur l'acceptabilité sociétale, c'est la question de la perception. Quand vous dites, alors moi je ne suis pas parisien, quand vous dites Aropa a fermé tel espace, tel entrepôt, et c'est devenu du service ou c'est devenu du tertiaire, ça ne veut pas dire pour autant que la fonction logistique sur la Seine n'est pas en développement. Quand effectivement des nouvelles plateformes logistiques se mettent en place à Montivilliers, avec une densification, avec une innovation, avec la construction d'entrepôts logistiques sur 2 hauteurs, pour avoir effectivement, on a aussi la zéro artificialisation nette à anticiper. Et c'est avec une connexion directe sur la Seine, et c'est avec la possibilité pour des navettes de faire l'avant-dernier kilomètre par la Seine, et puis ensuite effectivement de la distribution douce par vélo cargo ou autre moyen. Et ça nécessite plus forcément qu'il y ait besoin d'un entrepôt in situ dans Paris. Donc j'attire l'attention, et c'est là tout l'intérêt de sans cesse expliquer le port aux citoyens, c'est que ce que l'on perçoit visuellement ne correspond pas forcément à la réalité. Et dans un port maritime, vous avez un autre problème, c'est que dans un port maritime, aujourd'hui, il y a plein de jours où il n'y a pas de navire. Et ça, il faut l'expliquer aux citoyens pour pouvoir effectivement après discuter. Alors après, comment on trouve la voie moyenne? C'est des compromis. Je pense qu'aujourd'hui, les phénomènes de gentrification
C'est des phénomènes qui, par les urbanismes, sont bien connus et on commence à savoir mieux faire. Alors, on ne fait pas forcément mieux sur le herbinisation. Et peut-être, alors je vais contrebalancer votre publicité, alors peut-être que par moment, on Dulux Valentine, pas très bien, mais comme ça fait égalité. Mais voilà, c'est des discussions en amont, c'est des équilibres à trouver, mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté de la part de tous d'aller vers du multi-usage, de la cohabitation d'usage. C'est compliqué, ça ne se voit pas forcément tout de suite, et ça a besoin de s'expliquer. On a une question là, oui, allez-y. Oui, bonjour, Jordi Delépine, nouveau délégué général de la Seine en partage. Pour rappel, qui réunit des communes, Seine-Amont, Seine-Aval, et merci au décret qui est sorti il y a quelques jours, qui a enfin mis dans la vallée de la Seine le bassin servant, c'est-à-dire à l'amont de Paris, parce que ça, c'est important. Je voudrais dire deux, trois commentaires. Si je deviens à fond d'un seul coup, je vais juste commenter ce que vous venez de dire. Oui, aujourd'hui, on a un paysage qui remplace la compromission par le compromis. Et ça, c'est indispensable. Ce que vous venez de dire tous les deux, c'est vraiment la force du compromis. Les conflits d'usage aujourd'hui, on en a résolu plein ces derniers temps. Et en les résolvant, on en crée des nouveaux. C'est ce qui a été dit à Rouen, aux Assises du Fleuve notamment, où Ferrero est intervenu, où Ikea sont intervenus. Et on a dit, en partageant beaucoup plus la Seine aujourd'hui, on va créer de nouveaux conflits d'usage. C'est pas grave, on les met sur la table pour les résoudre demain. Donc ce que vous avez dit, Monsieur Delsal, là, c'est très important parce que c'est exactement ce qu'on veut faire, nous, au niveau de la Seine en partage, c'est de construire ensemble. Alors, la grande nouveauté, c'est qu'effectivement, maintenant, dans les réflexions, je ne parle pas dans la réalité, mais elle vient la réalité, dans les réflexions, on mélange les usages professionnels et les usages particuliers, et on mélange des problématiques d'usagers professionnels et d'usagers particuliers. Et ce que vous avez dit sur la nage est très important. Alors, il se trouve, c'est très à la mode et c'est tant mieux que j'ai hérité du thème de notre colloque qui a eu lieu il y a 15 jours à la région, qui était la Seine et les JO, EAU, pardon pour le jeu de mots. Quel héritage? Il y avait un point quand je suis arrivé, je l'ai remplacé par une virgule, c'est très important. Et qu'est-ce qu'on en fait tous ensemble? Et je l'ai dit, et pour moi, je sais que ça vous fait rougir à chaque fois, mais d'une rive à l'autre, c'est pas un petit document, c'est une Bible, parce que j'y retrouve des choses que je pense depuis 30 ans, et sur les villes moyennes, et les villes moyennes, elles sont importantes. Et Paris, Rouen, Le Havre, vous êtes un exemple. Je fais tout aujourd'hui pour que vous deveniez membre de l'association, mais comme je l'ai dit à Dan Lert, comme je l'ai dit à Pierre, comme je l'ai dit à M. Meyer-Rossignol, et comme je l'ai dit au maire du Havre, c'est pas vous qui avez besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de vous, de votre exemplarité pour venir pousser, aider les villes moyennes. Dernier point sur l'héritage. Oui, l'eau, la propreté de l'eau, c'est un des héritages, c'est très important. Jean-Michel Génessier me disait, Jordi, il y a aussi la logistique, et ça c'est important, mais il y a un autre héritage, et que vous venez d'illustrer parfaitement bien, qui est le plus important. Les Jeux Olympiques, qu'on aime pas, qu'on soit d'accord, ils ont accéléré un processus de réflexion. Ils ont fait 3 choses primordiales. Accélérer un processus de travail. Ils nous ont tous mis autour de la table. Et il a fallu, sur Paris notamment, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi, qu'on se mette tous ensemble autour de la table pour avancer. Et ça a même été, alors vous avez juste oublié de citer l'agence de l'eau, mais je pense que c'est... Oui, mais ça... Je suis convaincu que c'est un oubli parce que vous l'avez dit très justement, VNF, Aropa et l'agence de l'eau, ça a accéléré même l'écriture de décrets, ça a accéléré même la réglementation. Et dans toutes nos réflexions, et quand comment l'eau définit-elle l'aménagement de la ville? Déjà en changeant, et ça rejoint ce que vous disiez, la réglementation, pardon, j'ai oublié votre nom, de l'urbanisme. C'est très important aussi que nos actions fassent que l'on fasse avancer la réglementation et pas simplement à long terme. Et dernier point, je prends 2 secondes, pardon, ma casquette de président de la Fédération de l'habitat fluvial. Merci de ne pas avoir stigmatisé les habitants du fleuve, parce que vous les avez cités immédiatement en montrant des images. Et on a été très fiers, nous, de faire une étude au sein de la DHF sur la propreté de l'eau financée par VNF, Aropa et l'agence de l'eau. Et on est très fiers aujourd'hui. Et si reste quelques Gaulois résistants, on leur dira qu'ils ont tort de participer à l'assainissement de la Seine en raccordant effectivement tous nos bateaux. Voilà, pardon, mais je vous en prie, merci. Je voulais juste illustrer ce terme de compromis et pas de compromission. Vous aviez une question ici. Rassurez-vous, s'il reste des questions, notre déjeuner est chaud. On a au moins 3 quarts d'heure pour en discuter après, simplement plus entre nous. Sabine, allez-y. Sabine Chardonnay, c'est l'architecte qui parle. La question du moyen, une solution moyenne, il faut absolument qu'on l'enlève de nos cerveaux tout de suite.
Ça n'existe pas une solution moyenne dans un monde de complexité dans lequel on parle du vivant, de l'écosystème, du climat, etc. Il n'y a pas de solution moyenne. Et qui plus est, dans la relation ville-fleuve ou ville frontale vis-à-vis de l'océan, par exemple, ce qui est absolument essentiel, fondamental, c'est que le monde de l'eau, c'est le monde de la continuité absolue. Ce monde ne s'arrête jamais, il parcourt tout le globe. Il part de nos lavabos pour aller, si on le prend sous un angle égocentré. Et dans l'autre sens, il se passe plein de choses aussi. Alors ce qui est vraiment fondamental, c'est de comprendre que ce mouvement de l'eau est un mouvement qui a sa propre vie, ses propres rythmes, ses propres chronotopies, qui ne sont pas les mêmes que les mouvements de la ville. Et ce qui nous intéresse, c'est comment la ville se branche sur l'eau. Et puisque les échanges se font dans les deux sens, qu'il s'agisse de logistique ou des mouettes qui viennent atterrir sur un bord, par exemple, du Tage. Ce qui m'a frappé, moi, sur la visite de Lisbonne et sur lequel je voudrais revenir, c'est que j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, on n'a pas considéré ce rapport à un fleuve comme étant un élément continu de l'espace. Il y a des greffes très partielles qui se sont faites et qui se font encore, y compris le Parc des Nations, et qui sont totalement autonomes et indépendantes les unes des autres. Et ce n'est pas qu'un problème de gouvernance. Je pense que c'est un problème de pensée. Il faut penser en travers, il faut penser en couple, parce que sinon, on va sortir du rapport qualitatif très complexe, mais très fin, et j'ai peur qu'on perde beaucoup. Et moi, ça m'a frappé à Lisbonne que le Tage ne soit pas perçu ou ne nous ait pas été raconté depuis le début jusqu'à la mer. Alors évidemment, il traverse plusieurs pays, ça pose quelques problèmes. Mais néanmoins, je trouve que c'est quelque chose qu'il faudrait reprendre sur le plan de la conception de l'aménagement. C'est cette pensée en couple et ces continuités qui sont en fait discontinues temporellement. Merci. Est-ce que vous avez une dernière question avant de creuser? Oui, monsieur. Oui, bonjour, Alexandre Schmitt pour La Tribune. Actuellement, il y a beaucoup de développement pour des nouvelles solutions de logistique dans Paris. Je pense notamment aux livraisons en horaires décalées et silencieuses. Aussi, le transport fluvial, aujourd'hui, d'après Clément Beaune, ne représente que 2% du transport logistique en France. Est-ce qu'aujourd'hui, il est pensable de développer une logistique en horaires décalés sur la Seine pour justement augmenter le transport et la logistique fluviale? Moi, je ne peux pas répondre. Moi, je ne pourrais pas faire de réponse précise. Mais tout est pensable. Voilà. Si je reprends votre terme, est-il pensable? Oui, il est pensable. Je peux aller plus loin. Est-il souhaitable? Oui, il est souhaitable. Mais comme j'ai expliqué aujourd'hui, on a des dichotomies d'échelle qui sont très difficilement aujourd'hui à résoudre. Alors, c'est politique de l'offre, c'est politique de la demande. Je pense que les efforts, ils sont à faire de tous les côtés. Il y a, voilà, sur la politique de l'offre, effectivement, il y a des efforts d'investissement à faire, que ce soit sur le fluvial ou que ce soit sur le ferroviaire, c'est incontestable. Du côté de la demande, on a chacun des efforts à faire. Voilà, et c'est un équilibre à trouver. Le fleuve, c'est très bien, ça va moins vite. Et vous avez encore des tas de gens autour de vous qui maintenant attendent plus de 2 heures un colis. Ils trouvent que c'est pas souhaitable. Donc voilà, mais oui, la Seine a un potentiel pour augmenter sa capacité de transport propre sur le fleuve qui est tout à fait présent. Et il n'y a aucune raison qu'à terme, ça ne se fasse pas. On est de plus en plus de toute façon dans la contrainte sur les autres modes. Il va y avoir aussi une question de transition technique. C'est que voilà, faire des barges à hydrogène, etc., on commence à savoir faire, effectivement, mais il y a une masse critique, une demande qui n'est pas forcément au rendez-vous pour pouvoir développer des chaînes de production, je dirais, et des chantiers navals qui se spécialisent là-dedans. On sait comment résonne l'industrie de l'automobile et l'industrie du camion, comment résonne en règle générale l'industrie fossile. C'est des industries qui fonctionnent avec un poids de l'inertie très fort, c'est-à-dire que ça n'empêche pas les gens de chercher en interne, de trouver des solutions, mais le but du jeu, c'est de tenir dans le modèle le plus longtemps possible, tant que la pression sociale tient. Et quand il y a rupture, alors on sort l'innovation. Et on sait aussi que, oui, peut-être demain, le camion électrique va peut-être aller très vite quand il va arriver. Se posera la question de comment on l'alimente, est-ce qu'il y aura assez d'hydrogène vert pour tout le monde, etc., etc. Mais
Et à ce moment-là, on se pourra dire, voilà, si on a raté un certain coche d'équipement pour le fluvial, est-ce que le fluvial sera capable de rattraper vraisemblablement un changement de technique du côté du transport routier qui risque d'aller rapidement? Vous aurez le dernier mot. Je ne parle pas du tout en mon nom, mais Aropa, Stéphane Raison, le patron d'Aropa, me disait, nous disait collectivement, donc c'est officiel, deux choses au zéro carbone. L'hôtel de ville il y a 2 jours, c'est oui, Aropa aujourd'hui cherche à avoir une démarche de beaucoup plus de quais partagés et non exclusifs, et il n'y a que le quai partagé, et les villes en seront l'artisan. Ils demandent 2 choses. Un, qu'on ait un quai partagé qui permette cette logistique du dernier kilomètre. On n'est pas à 2, mais heureusement à 5% aujourd'hui des marchandises transportées sur le fleuve, et on vise les 15%. Et il disait aussi, je veux donc collaborer beaucoup plus avec les villes. Et ça rejoint ce que vous disiez, effectivement, travailler plus avec les villes pour que, effectivement, ce quai soit partagé et qu'on puisse développer cette logistique fluviale. Ça, c'est Aropa. Merci beaucoup. Merci à vous deux, Bruno et Pauline. On peut vous applaudir. Et je vous propose de redescendre auprès de nous pour le déjeuner. C'était top. Oui, merci à vous. Parfois, il y a toujours des questions un peu pièges. Ça prouve qu'on ne contrôle personne. Il y a pas de souci.